Le match dans le match reçoit ce soir un couple de parachutistes, des parachutistes artistiques pour être plus précis, champion du monde en 2018, multiples recordmen du monde. Karine Joly et Greg Rosier sont mes invités ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Super. Très bien. On va profiter de cet entretien pour revenir sur votre parcours en parachute à tous les deux. Le parachute, c'est arrivé quand dans vos vies? Toi plutôt que moi. Allez, à moi l'honneur parce que j'ai commencé un poil plus tôt. Moi j'ai eu la chance de commencer à 16 ans, ce qui est l'âge minimal pour pouvoir commencer, parce que j'avais été inspiré depuis mes 13-14 ans par tous ces films hollywoodiens qui intégraient des scènes complètement dingues de chute libre, et j'avais déjà été mordu par cette passion déjà qui grandissait en moi, quoi. Donc dès 16 ans, j'ai commencé à sauter et j'ai jamais arrêté depuis. Les parents étaient d'accord? Pas du tout. Non, ça les effrayait. Alors, ce qui est drôle, c'est que mon père était pilote et d'avion et de montgolfière. Donc, normalement, il avait un pied dans l'aéronautique. Il aurait dû comprendre. Et en fait, pour lui, c'était pas un sport aéronautique de sauter d'un avion. Donc, il a toujours été contre ça. Et ma mère, bon, elle était pas ni pour ni contre. C'est juste qu'elle comprenait pas vraiment le principe, quoi. Donc, j'avais pas l'appui de mes parents, malheureusement, pour cette activité. Et vous, Karine? Eh ben moi, c'est un peu l'inverse. C'est que c'est ma famille qui m'a offert un tandem pour mes 18 ans. Le fameux cadeau pour marquer le coup. Bon, je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que j'accroche à ce point-là, mais du coup, j'ai découvert ça comme ça, et c'était tellement dingue, les sensations que j'ai ressenties pendant la chute libre. Je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne à sauter seule un jour. Et donc, j'ai appris quelques années plus tard à sauter seule. Et le parachutisme artistique, ça arrive quand dans vos vies respectives? Alors, en fait, ça arrive très vite, je pense, chez tous les jeunes, parce qu'en fait, c'est le vol 3D. Il y a une évolution dans le parachutisme sportif. Depuis les années 2000 est apparue cette discipline du vol en 3D qu'on appelle le free fly. Donc c'est le fait de pouvoir voler debout, tête en bas, tourner autour des copains, passer dessus, dessous, faire des vols d'angle, enfin tout ce qui va quitter justement la 2D. Et je pense que tout le monde est attiré par ça très très vite. Donc on est tombé vraiment dans cette génération-là où en plus ces disciplines venaient de naître et tout le monde voulait faire ça, quoi. C'est pareil pour vous, Ah oui, c'est pareil. En fait, c'est presque dommage de pouvoir évoluer dans les 3 dimensions et de s'arrêter au plat ventre. Enfin, c'est du moins ce que je pense moi, mais non, c'est génial. Se mettre la tête à l'envers et évoluer dans des vitesses qui sont pas humaines, c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Et quand et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Alors c'était justement en pratiquant de façon amateur à cette époque-là le parachutisme sportif. Et ce qui est drôle, c'est qu'on s'est croisés à Lyon tous les deux. On était originaire de la région lyonnaise, mais on n'y vivait plus. Moi, j'étais déjà installé dans le sud de la France. Je travaillais déjà à Monaco. Karine était de passage, je crois que tu faisais un aller-retour de Paris. Ouais. Et on s'est retrouvés, chacun de notre côté, pour des raisons différentes, accidentellement sur le paraclub de Lyon. Et on s'est rencontrés comme ça, en faisant des sauts, chacun de son côté, quoi. Combien de temps est-ce que ça prend de créer une alchimie dans les airs pour un duo? Ça varie. Bonne question. Ça varie. Alors, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a une question de gabarit qui va aider le duo ou le trio ou le groupe à voler ensemble. Et clairement, nous, on est partis avec plutôt des bâtons dans les roues parce qu'on n'a pas du tout les mêmes gabarits. Et donc, juste pour chuter côte à côte, il va falloir que moi j'accélère et que lui freine. Donc, c'est pas évident. Si on prend 2 gabarits de bonhommes un peu similaires, sans rien faire, ils vont déjà être à côté. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile de fonder une équipe comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de couples qui font équipe en free fly. Et qu'est-ce qui fait votre force, à votre avis? Alors, du coup, oui, moi, pour revenir un petit peu quand même sur ce côté alchimie, je pense qu'il existe déjà au sol. Nous, on aide à constituer aussi des équipes. Aujourd'hui, on entraîne aussi bien des individuels que des équipes. Et en fait, quand l'alchimie existe déjà au sol, c'est un petit peu comme des groupes de musique. En fait, on va trouver des solutions pour que ça fonctionne en l'air. Donc en fait, je pense que l'important, c'est de vouloir évoluer ensemble, progresser ensemble, et puis que chacun ait sa place pour pouvoir apporter des éléments. Parce que c'est bien d'avoir une couleur qui est créée d'un mélange de tout ce que les gens ont. Nous, c'était vraiment, Karine avait un côté créatif, hyper poussé. Moi, c'était plutôt le côté un peu plus cartésien, un peu plus dynamique en force, mais du coup les deux étaient intéressants parce qu'au final c'est quoi le free fly? En tout cas en compétition, ça va être alterner des vols synchronisés, des transitions de vols synchronisés et des formations artistiques. Donc au final il faut de tout.
Et voilà, je pense que c'est enrichissant, en fait, c'est encore plus riche d'avoir cette énergie-là depuis le début qui circule, quoi. Combien de temps de travail il y a au sol avant de maîtriser un saut totalement dans les airs? Alors en fait, on est un peu limité par ce qu'on peut répéter au sol. On va beaucoup se servir de la projection mentale. Donc avant, en fait, nous, on va imaginer des figures et puis ensuite, on va se faire une petite liste qu'on va aller tester en l'air. Donc avant d'aller la tester en l'air, on va s'imaginer que ça peut être plutôt comme ci ou plutôt comme ça. La difficulté, elle risque d'être ici. Et puis on va la tester. Mais des fois, c'est pas ce qu'on a imaginé. Des fois, c'est beaucoup plus simple. Des fois, c'est beaucoup plus dur. Et donc, on est obligé de faire des compromis pour choisir quelle figure on va garder dans notre programme libre, qui ressemble un peu à du patinage artistique. Oui, c'était une de mes questions. Il y a des similitudes, je trouve, quand on regarde du patinage et quand on regarde du parachutisme artistique. Ah oui, bah c'est le parallèle que je prends souvent parce que c'est vrai que c'est similaire sur plein de points. Et un des points, c'est que quand on regarde des couples évoluer sur la glace, on se rend compte que c'est technique et que c'est difficile, mais on ne se rend pas compte à quel point, tant qu'on n'a pas mis soi-même des patins aux pieds, qu'on essaye d'aller se balader sur la glace. Et nous, c'est un peu pareil. Et puis, c'est aussi le fait qu'on soit un couple, même si, encore une fois, c'est un peu unique, homme-femme, et que dans le patinage, c'est souvent le cas aussi. Et puis, on va s'inspirer aussi un petit peu de ce qu'ils font. On va s'inspirer du Cirque du Soleil. Et du coup, c'est ça qui fait la force, je pense aussi. On va parler d'Airwax un petit peu. Comment est né Airwax ? Le nom, on nous le demande rarement, c'est assez drôle. Alors en fait, il faut se trouver un nom d'équipe dès le début. Et c'est aussi un moment très intéressant, même dans la création à ce moment-là de l'équipe, parce que il faut que le nom il parle à tout le monde. Nous, c'est une équipe à 3. On nous voit souvent que tous les deux, mais évidemment, il y a une troisième personne, il y a un vidéoman. Et il faut que le nom... Vous anticipez mes questions suivantes. Ah, je suis désolé. Mais c'est bien, je fais de l'introduction. Mais du coup, il faut que le nom il plaise à tout le monde, parce que quand on aura la chance d'être en Coupe du Monde ou en Championnat du Monde, ça s'appellera France 1 ou France 2 ou USA 1, USA 2. Là, effectivement, il faut trouver un nom pour tous ces moments où on n'est pas en compétition. Et c'est un petit peu comme Maverick dans Top Gun, il faut trouver le nom qui correspond bien aussi à l'état d'esprit. Et nous, on voulait quelque chose qui était en lien avec le nautisme, parce qu'on faisait de la plongée, on faisait du surf, on était dans les milieux du nautisme et du yachtisme. Il fallait que ça soit quelque chose lié à l'eau. J'aimais bien, moi, Air France, j'aimais bien qu'il y ait un truc qui commence par R. Donc on a brainstormé comme ça pendant pas mal de temps. Et à un moment donné, on est arrivé à penser à cette marque dans le milieu du surf, Sexwax. Ce visionnaire qui, en fait, dans les années 60-70, a créé, pour se démarquer, ce pain de paraffine, qu'il l'a appelé sex wax au lieu de n'importe quel wax, pour attirer l'œil des gens, et qu'il a fait de forme ronde au lieu de faire en forme carré, et qui a mis des couleurs, alors que les gens avant faisaient que du blanc. Donc en fait, il a cassé tous les codes, et c'est devenu une bombe dans le milieu du surf, ce sex wax. Et nous, on connaissait ça, c'est le symbole des surfeurs. Et du coup, on a dit, on remplace sexe par air, et puis on a un nom aéronautique, nautique. Et puis il y avait une forte identité visuelle et du coup, au début, on s'est inspiré de ça. On a juste changé un petit peu l'esthétique, les mots, pour créer notre premier autocollant d'équipe. Et puis après, petit à petit, on s'est évadé de ça. Mais c'est vrai qu'on avait trouvé l'idée géniale, quoi. Greg, vous le disiez tout à l'heure, quand on vous voit sauter, nous, derrière notre écran, on voit 2 personnes, mais c'est bien un trio avec le vidéoman qui filme. C'est quelqu'un de très important pour vous. C'est très très important. Le parallèle qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est un petit peu comme le batteur dans un groupe de musique. On a tendance à l'oublier, alors qu'en fait, c'est un des éléments les plus importants. C'est celui qui crée le cadre de tout. Et c'est exactement la même chose dans notre sport. Il est en charge il a des lignes de vol très précises dont on a convenu à l'avance. Il est en charge justement de maintenir la distance. Faut pas qu'il y ait d'effet de yo-yo. Il doit faire en sorte de nous maintenir au centre de l'écran tout le temps. Donc c'est un job qui est très très précis et très très contraignant. En 2018, vous êtes devenu champion du monde en Australie. C'est le Graal d'être champion du monde ? Complètement. Ah oui. En fait, donc ça a lieu tous les 2 ans. C'est-à-dire que ça s'alterne Coupe du Monde, où là, si on gagne, on est vainqueur de la Coupe du Monde, mais on n'a pas le titre de champion du monde. Donc nous, on en a gagné une en 2012. 2012, ouais. Et champion du monde, voilà, c'est que sur ces championnats qui ont lieu tous les 2 ans. Et on a eu de la chance, donc il y a des appels d'offres qui sont faits dans différents pays. Et nous, l'année 2018, c'est tombé en Australie. Et du coup, on s'est régalé à pousser la thématique de notre saut et de nos combinaisons pour rendre hommage au peuple aborigène. Et ça a bien marché. Ouais. Qu'est-ce qui a le plus de saveur ? Un titre de champion du monde, donc être le plus fort à l'instant T, ou remporter une Coupe du Monde et être plus régulier ?
Alors nous, on a eu beaucoup de chance parce que ça a été dans cet ordre-là. Donc déjà, gagner une Coupe du Monde, c'était extraordinaire. On s'est pas rendu compte tout de suite qu'il y avait une différence entre Coupe du Monde et Championnat du Monde parce que dans le foot, on gagne une Coupe du Monde, on est champion du monde. Donc au final, on a mis quelques mois avant de se faire rappeler par des copains. Ouais, c'est bien, mais c'est pas aussi bien que si vous avez gagné. Donc ok, ce second objectif est né en nous, mais à la base, on était très contents d'avoir gagné une Coupe du Monde. Et bien sûr, au bout d'un moment, on s'est dit bon, il faudrait qu'on gagne un jour le Graal absolu. C'est très difficile parce que là, bien sûr, les équipes s'entraînent encore plus. Il y a une sélection encore plus rigoureuse. Donc ça a pris du temps, mais on y arrivait. Et surtout, on y arrivait, comme dit Karine, dans une des meilleures destinations qui a jamais été décidée pour faire un championnat du monde, qui était sur la Gold Coast en Australie. On pouvait pas aller plus loin pour un Européen pour gagner un titre comme ça. Karine, vous êtes détentrice de 12 records du monde. Greg, vous en avez 10 l'an dernier. Que 10. J'ai dit 10. Horrible. C'est moi qui ai dit que 10. C'est horrible. L'an dernier, vous en avez battu un. Nocturne, en Arizona. Racontez-nous un petit peu la genèse de ce saut. Par où commencer ? C'était fou. Donc en fait, c'est un groupe d'Américains qui travaillent beaucoup avec l'armée en Arizona. Et donc, ils ont accès à du matériel un peu sympa et ils font quelques sauts de démo, ils testent des trucs. Et ils ont eu accès à des sauts avec pyrotechnie. Et ils se sont dit, oh, mais si on faisait un record avec les meilleurs mondiaux qui font déjà énormément de records et qui ont beaucoup de compétitions en expérience pour pouvoir gérer le stress qui est lié à ce type de saut, et qu'on se rassemblait pour faire un saut comme ça qui soit à la fois technique mais aussi esthétique. Et donc ils ont réuni, il y avait tout un questionnaire immense à remplir, et si on arrivait à cocher toutes ces cases-là, on était invités, conviés à venir faire ce record. Donc on était 42 free flyers avec les combinaisons à LED qu'on allumait au dernier moment pour pas éblouir les cabines et les pilotes qui volaient en formation de nuit. Et au dernier moment, donc on avait des boutons pour déclencher la pyrotechnie qu'on protégeait dans l'avion, évidemment, pour pas qu'il y ait une mise en route prématurée. Et dès qu'on quittait l'avion, donc en chute libre, quand on basculait la tête en bas, on essayait d'appuyer dessus pour lancer le truc. Et donc on a la pyrotechnie qui dure à peu près 35-40 secondes, puis après elle s'en va. Qu'est-ce que ça change de sauter de nuit ? Alors là, c'est pas un bon exemple du coup, parce que sauter de nuit, ça fait vraiment peur. Alors ça veut pas dire que ça faisait peur pour d'autres raisons. Mais normalement, un saut de nuit, c'est très impressionnant. Peu de gens osent le faire, parce qu'évidemment, on voit pas grand chose. Donc il faut être très très fort au niveau sensation, connaître l'ouverture de son parachute, pouvoir distinguer si tout va bien. Enfin, il faut gérer dans des conditions qu'on imagine bien, que tout se passe bien, tout monitorer. Là, ce qui était vraiment délicat sur ce saut de nuit-là, c'est que, en fait, on se retrouvait en plein jour pendant la partie saut. Donc du coup, c'était pas si stressant que ça, parce que c'est très très fort l'effet lumineux, comme on peut le voir là. Il faisait jour, hein. Mais comme le dit Karine, au bout de 35-40 secondes, tout s'éteint. Et là, on fait le 180 pour partir, pour qu'on puisse s'écarter les uns des autres, ouvrir le parachute en sécurité. Sauf que là, on respecte pas cette règle de base qui est, faut pas être ébloui dans le noir avant de partir en courant dans la forêt. C'est ce qui se passait, quoi. Donc c'était pas évident. Fallait être très très fort. Fallait avoir beaucoup d'expérience pour que ça se passe bien, et c'est ce qui a été fait, hein. Ça a été le cas, tout s'est très très bien passé. Karine, vous avez sorti votre livre l'an dernier au mois d'octobre, L'horizon des possibles. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre ? Très bonne question. Donc pendant le Covid, en fait, tout le monde parachutiste, comme le reste du monde d'ailleurs, s'est arrêté. Et c'est vrai qu'on s'est tous retrouvés sans savoir à quelle sauce on allait être mangé. Et pour garder un petit peu un lien avec la communauté parachutiste, c'était l'époque d'Instagram où on mettait une belle image avec juste un petit titre sympa dessous. Et donc tout le monde avait ces jolies images sur les Insta, mais on n'avait jamais vraiment l'histoire qu'il y avait derrière. Donc je me suis dit, ok, je vais faire mon top 10 des plus belles destinations où on a eu l'occasion de sauter, mais au lieu de mettre une belle image et un joli titre, je vais mettre des rushs et je vais raconter tout ce qui nous a mené à cet endroit. Comment est-ce qu'on a eu ce privilège de pouvoir sauter là-bas ? Qu'est-ce qu'on a ressenti quand on était dans ce décor ? Les gens qu'on a rencontrés, toutes les expériences. Et j'ai eu énormément de retours de gens qui me disaient « Mais merci, tu m'as emporté avec toi, j'ai voyagé avec toi, j'ai ressenti ce que tu as vécu à ce moment-là. » Et c'était génial. Et puis il y a un ami qui m'a dit « Mais Karine, t'as jamais écrit de livre parce que franchement, il y a quelque chose à faire. Le parachutisme, personne n'en parle. Et ce serait sympa d'avoir un truc un peu pour le grand public. » Donc, comme nous, on a fait 10 ans de compétition à fond, qu'on a vécu 1 milliard de choses, qu'on a eu un tas d'embûches sur le chemin, j'ai beaucoup de choses à raconter.
Et donc j'ai condensé ça pour pouvoir partager toutes ces sensations incroyables. Greg, vous avez plus de 10 000 sauts à votre actif, Karine plus de 7 500. Est-ce que tous les deux, il y a encore des spots au-dessus desquels vous n'avez pas encore sauté qui vous font rêver? Bien sûr, Ouais. évidemment. Il y a même une petite liste secrète. En fait, on a commencé à faire des sites patrimoine mondiaux comme ça. Et c'est vrai que c'est super... là, au niveau privilège humain, je parle même, ça dépasse même le cadre sportif, c'est extraordinaire. Pouvoir sauter au-dessus de Monaco, pouvoir sauter face à l'Everest, au-dessus de Rio de Janeiro, ça c'est un privilège qui est réservé aux champions, aux parachutistes professionnels, parce qu'il faut une autorisation qui va être donnée par le préfet ou par un ministère des Transports ou de la Défense. C'est du privilège. Mais sauter au-dessus des pyramides d'Égypte, sauter au-dessus de Chichén Itzá ou d'Ayers Rock, c'est choses qui traversent le temps, soit des montagnes, des sites qui traversent le temps, soit des pyramides qui ont été édifiées à un nombre d'années qu'on n'arrive même pas à identifier. Ça dépasse tout. Donc on a un projet de continuer à faire quelques sites comme ça. Malheureusement, il faut quand même lever des fonds. Donc on espère trouver quelqu'un qui nous suit pour faire un documentaire là-dessus et continuer et finir en tout cas ce parcours de site exceptionnel. Quel site vous fait rêver, vous, Karine? Est-ce que tu peux le dire? Je peux pas le dire. Voilà. c'est dans la liste du documentaire qu'on veut faire. Mais non, mais il y en a plein qui me font rêver. Moi, je suis très sensible. Déjà, on a ce privilège de pouvoir prendre de la hauteur. Et c'est vrai que n'importe quel décor qu'on connaît ou qu'on aime bien, vu du ciel, il prend un autre visage. Et donc, c'est hyper intéressant à chaque fois de voir justement qu'est-ce qui va se révéler quand on prend cette hauteur. Et typiquement, moi, je suis vraiment sensible à tous ces turquoises qu'on peut avoir. On a eu l'occasion de sauter sur la grande barrière de corail en Australie et de se poser sur un petit banc de sable perdu au milieu des étendues turquoises. Et on voyait les massifs coralliens en transparence. C'était juste incroyable. Donc, on a fait ça. On a eu l'occasion aussi de sauter à Los Roques, qui est un petit groupement d'archipels au large du Venezuela. C'était une surprise. Et c'était fou. Donc, je sais pas, la Thaïlande, Madagascar, il y a plein d'endroits comme ça. Les Bahamas? Oui, les Bahamas. Le trouble du Brésil. Ouais, il y a plein d'endroits encore. Au Belize, oui, le Blue Hole. Ça, c'est un endroit qui nous donne envie. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut sacrifier son matériel. Là, tu sais que tu finis dans l'eau, quoi qu'il arrive. Non, mais ça fait partie des sacrifices. Il y a beaucoup de sites. Après, s'il y en a qui ont des idées, on est preneurs aussi. Dire, et vous sauteriez où? Moi, déjà, je n'ai jamais sauté. J'ai le vertige, il paraît que ce n'est pas une excuse. Non, mais si vous aviez le choix de sauter sur n'importe quel site de la planète, vous avez une idée? Ayers Rock, ça me plairait bien. Ouais. Bon choix. C'est incroyable. C'est incroyable. Et à court terme, je crois qu'il y a quelques échéances à venir dans les semaines et mois qui viennent. Est-ce qu'on peut en parler? Le gros record, là? On en parle? On en parle. Alors, il y a un gros record qui est à la peau dure, qui nous résiste depuis 10 ans. Donc, peut-être que les gens se rendent pas compte qu'on fait plusieurs records. Ils doivent se demander de quoi on parle à chaque fois. En fait, il y a des records soit où tout le monde était en bas, soit où tout le monde était en haut. Et là, c'est des tailles géantes qu'on essaye de réaliser. Donc, le dernier, c'était un 96 en tête en haut en novembre. Et là, on va essayer de battre le 164 en tête en bas. Et de temps en temps, on fait des tailles plus petites, mais on essaie de faire plusieurs figures pendant le même saut. Ça, c'est tout le type de records qui nous sont ouverts à nous, Free Flyer. Donc là, le gros record qu'on veut battre, c'est de battre le 164 qu'on a du coup réalisé en 2015 à Chicago, qu'on a essayé de battre 2 fois, en 2018 et en 2022, qu'on n'arrive pas à battre, alors qu'à chaque fois, on essaie pendant 5 ou 6 jours, à chaque fois à coup d'une bonne vingtaine de tentatives. Et celui-là, il nous résiste. Il est difficile. Donc, voilà, on y retourne là cette année et on est bien décidé à y arriver. Ouais. Et je pense qu'on a plus de chance de notre côté cette année parce que, en fait, donc on doit recréer une figure qu'on présente au juge en amont. Et jusqu'ici, la figure, c'était un peu comme une marguerite avec un cœur et des pétales qui venaient se greffer. Mais finalement, les dernières personnes à rejoindre la formation avaient peu de temps pour construire les derniers pétales. Et finalement, c'est ça qui empêchait un petit peu aux dernières personnes de venir s'accrocher. Puisque pour valider le record, il faut que tout le monde soit accroché au même moment. Et on ne peut pas partir avec 200 personnes dans le ciel, compter le nombre qui sont accrochés et dire « Ok, ça c'est le record ». Il faut que vraiment tous les gens avec qui on parte soient accrochés au même moment. Donc là, on a changé la forme de la figure pour que ce soit un petit peu plus rapide à construire. Et je pense qu'on a de grandes chances d'y arriver. Donc on vise un 200, mais
On vise surtout un record, donc peut-être que ce sera quelque chose de plus petit si on a besoin de réduire, mais on part sur le 200. Si on fait un 180, je prends. C'est déjà très bien. On suivra ça avec attention sur l'antenne de TV Monaco. Merci beaucoup Merci. à tous les deux d'avoir été nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.